Salut, bienvenue, Magic et moi-même sommes ravis de vous accueillir pour ce Face à Pierrot du 16 juin 2025. La première question de la semaine, elle est du docteur Perrin. Pensez-vous que des actions dans les stades de foot permettraient de mettre en lumière l'importance du don d'organes ? Le taux de refus atteint 50% dans certains hôpitaux. Nos voisins espagnols font tellement mieux. Il faudrait une remontada en France. Voilà un sujet qui me concerne vraiment là, je dirais, premier chef, puisque pour ceux qui vivraient dans une grotte et qui me découvriraient aujourd'hui, je suis donc greffé du rein et du foie depuis le 16 décembre 2016. Je suis bien placé pour savoir que le don d'organes est très important. Encore une fois, quand j'ai été greffé, il me restait 3 jours à vivre, parce que les greffons n'arrivaient pas, malgré le fait que je sois depuis plus d'1 mois et demi en tête de liste et prioritaire sur la région Île-de-France. Donc oui, il y a besoin d'organes parce qu'il y a besoin énormément de greffes de reins, de plus en plus, et je le sais avec même la maladie qui m'a frappé, et dans les années à venir, qu'il y aura besoin de plus en plus de greffes de foie, et que pour l'instant l'offre est très nettement inférieure à la demande. Alors il y a des problèmes de religion aussi, parce qu'il y a des religions qui s'opposent à la greffe, au don d'organes plus exactement. C'est un sujet très très compliqué. Toutes les associations qui veulent que je participe à une quelconque opération trouveront en moi un écho favorable. Question de Mousse à gauche 38. C'est quoi cette mode des stars et célébrités d'assister à Roland-Garros pour se donner un genre qu'à sera fait bien de se faire voir là-bas, ou bien ils aiment vraiment rester 4 heures en plein soleil et faire des va-et-vient avec leur tête pour suivre la balle? J'imagine qu'il y a de tout. Je pense que tu peux être une star et être fan de tennis. Moi, je sais pas si on peut me considérer comme une star, mais c'est vrai que quand j'allais à Roland-Garros, c'était maximum une fois par quinzaine, parce que je trouvais ça extrêmement fatigant. Alors c'était aussi fatigant pour moi parce que j'étais beaucoup sollicité par le public pour des photos toute la journée, et puis le brouhaha du village et tout, c'est pas tellement des trucs pour moi. Moi j'y allais pour voir Roger surtout. Donc je pense qu'il n'y a aucune corrélation entre le fait d'être une star et d'aimer ou pas le tennis. Alors évidemment, quand tu es une star, tu peux aussi être invité par des sponsors qui ont envie que tu sois présent pour eux, surtout dans le village, beaucoup plus que sur les cours, et que tu fasses ta petite photo au photocall. En même temps, je pense que quand tu vois le nombre de fois, par exemple, qu'on a vu un Pierre Ninet cette quinzaine, je pense que c'est plus pour se faire voir, c'est vraiment par passion du jeu. Alex Nissa du 06 me dit, même si le Paris FC compte faire un mercato raisonnable sans folie, mais réfléchis, le PFC va-t-il être malgré tout une attraction du mercato en Ligue 1 ? Je pense que c'est un club qui va quand même pas mal puiser dans les équipes de Ligue 1, donc du coup, il va faire un petit peu rentrer de l'argent frais dans le marché, et de l'argent frais dans le marché, un peu à l'aune des transferts qui s'annoncent, c'est quand même pas plus mal. Et puis, oui, ce sera forcément une attraction, puisque ça va être le 2e club de Paris qui va jouer dans un stade qui va connaître ses premiers matchs de haut niveau de football. Donc oui, ça va être, puis, je veux dire, la présence d'Antoine Arnaud à la tête du club avec Pierre Ferracci, oui, effectivement, ça fait beaucoup de choses qui font que ça va être une attraction, bien sûr. Alex Nissa du 06. Belle victoire du PSG contre l'Atlético dans la lignée de sa finale de Ligue des Champions. Cependant, as-tu été surpris par une telle différence athlétique entre le PSG et l'Atlético sur ce match ? Oui. Après, quand il fait 35 degrés, c'est beaucoup plus fatigant de courir avec la balle que de faire courir la balle. Et ça, je pense que c'est l'erreur majeure qu'a commis l'Atlético. Maintenant, je suis pas du tout certain que l'Atlético a les moyens techniques de conserver la balle comme le PSG là. Je pense aussi que c'est franchement une équipe en fin de cycle, cette équipe de l'Atlético, et que le PSG avait en plus probablement une revanche à prendre par rapport à la défaite au Parc pendant les matchs de poule de Ligue des Champions. Je pense que c'est ça qui a fait aussi un gros écart, en plus, sans compter évidemment le fait que le PSG est euphorique en ce moment.
Alex Nissa du 06. À l'exception de Sage qui arrive à Lens et Castro à Nantes, aucun de ces autres clubs de Ligue 1 n'a changé d'entraîneur. Est-ce positif de voir un peu de stabilité au niveau des entraîneurs dans nos clubs, notamment jouant l'Europe pour la saison à venir? Oui. Bon, après, c'est quand même des entraîneurs malgré tout récents. Luis Enrique, ça fait que 2 ans qu'il est à Paris. Hez, ça fait qu'1 an qu'il est à Nice. De Zerbi, ça fait qu'1 an qu'il est à Marseille. Donc oui, il y a une stabilité. Genesio, 1 an à Lille. Donc voilà, donc c'est tous ces clubs qui se sont qualifiés pour des compétitions européennes ont forcément réussi leur saison. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas de changement. Ce qui est plus rassurant, c'est que des clubs qui ont souffert n'aient pas changé d'entraîneur, que Le Havre ait gardé Digard, que Angers ait gardé Dujeu. Voilà, c'est des choses qui sont quand même effectivement plus rassurantes. Il était aussi évident que le manque de liquidité qui frappe le football français autorise moins les ruptures de contrat. Geoffrey Gagneur, on parle de Pogba et Fati du côté de la principauté. Pourtant, ça ne leur ressemble pas de miser sur des profils aussi risqués. Qu'en pensez-vous? Non, c'est tentant, c'est tentant de faire Pogba parce que, évidemment, tout le monde a en mémoire le Pogba étincelant de l'équipe de France de la Coupe du Monde 2018. Mais bon, 2018, ça fait 7 ans déjà. Et depuis 7 ans, Pogba a accumulé les blessures, les emmerdements, les suspensions, 2 ans sans jouer. Et aujourd'hui, il a 32 ans et j'avais dit tout le mal que j'en pensais quand Marseille était sur lui, parce que je pense que l'exigence et l'impatience du public marseillais ne convient pas à ce dont Paul a besoin en ce moment. Je pense qu'au contraire, alors là, pour le coup, je pense que Paul sera beaucoup plus à l'aise dans l'ambiance plus feutrée, c'est moins qu'on puisse dire, de Monaco, et qui va pouvoir peut-être un petit peu plus prendre le temps. Quant à en dessous, Fati, lui aussi, ça fait pratiquement 2 ans qu'il joue pas. Et c'était un joueur brillantissime. Maintenant, qu'est-il devenu aujourd'hui? Qu'en est-il de sa réelle motivation pour jouer au foot au plus haut niveau? Voilà, c'est beaucoup de questions, mais effectivement, après, il faut voir l'ensemble du recrutement que va faire Monaco. Mais si tu prends 5-6 joueurs, pourquoi pas faire 1 ou 2 paris dans le tas, oui. Yvous. On entend beaucoup du côté de l'Italie que l'arrêt Bosman a tué le football de l'équipe nationale, que les joueurs non italiens dans le calcio empêchent l'explosion de joueurs italiens. Est-ce fondé comme remarque à ton avis? Pourquoi l'Italie plus que les autres? Non, c'est absolument pas fondé. Tu vois le nombre d'étrangers qu'il y a dans des clubs français comme Paris, Marseille, Strasbourg, Nice. Voilà. On aurait pu aussi dire que l'arrêt Bosman allait tuer le football français, et on s'aperçoit finalement que l'équipe de France, malgré toutes les restrictions qu'on peut avoir parfois, est bien au-dessus du niveau de la Ligue 1. Donc, parce qu'il y a aussi énormément de joueurs français qui jouent à l'étranger. Je pense que c'est surtout ça la différence entre le football italien et le football des autres pays, c'est que pratiquement la quasi-totalité des internationaux italiens jouent en Italie, à part Donnarumma et quelques exceptions notables. Et s'ils jouent pas ailleurs, c'est qu'ils sont pas demandés. Et s'ils sont pas demandés, c'est que les clubs étrangers estiment que ces joueurs-là n'ont pas de valeur ajoutée. Patrick Badgioni me dit: as-tu des infos sur les renforts attendus au Racing Club de Strasbourg? Car nous avons surtout vu des départs jusqu'à maintenant, alors que Marc Keller annonçait avec Bluco vouloir renforcer l'équipe. La concurrence sur les bons joueurs et jeunes espoirs contactés est forte. Je comprends l'impatience des supporters alsaciens, qui est en plus, exacerbée par le nombre assez industriel de conneries qu'on peut lire sur les réseaux, sur les joueurs soi-disant contactés par Strasbourg. J'ai des exemples en tête, j'en ai plein. Le dénommé Egan Riley qui a signé à Marseille et qui a été très longtemps annoncé à Strasbourg, à ma connaissance, n'a jamais été contacté
par le club alsacien. Pareil pour Stassin, pareil pour Ablin. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, Strasbourg a changé de standing sur le plan financier, que les gens savent que Bluko a des sous, et du coup, il y a beaucoup d'agents qui se servent de ça pour dire attention, mon joueur il est contacté par Strasbourg. Maintenant, on est dans un mercato qui n'a ouvert là en priorité que pour les clubs concernés pour le mondial des clubs, pour pouvoir permettre justement à ces clubs-là de pouvoir intégrer leurs nouveaux joueurs, comme le Real avec Hussein et Trent Alexander-Arnold. Le vrai mercato, il n'a pas vraiment commencé. Et je voudrais dire, à part Marseille, qui de toute façon a toujours une frénésie acheteuse sans comparaison, quel est le club français qui actuellement a recruté des joueurs? Personne. Donc voilà, je veux dire, qui aurait parié qu'au mercato hivernal, il prendrait Oboma Bidele, Amo Ameyu et Barco? Personne. Qui les connaissait? Un petit peu Barco, mais les deux autres, inconnus au bataillon. Et pourtant, ces trois joueurs qui ont chacun à leur niveau apporté quelque chose au club. Barco, il est même devenu titulaire indiscutable pratiquement en arrivant. Donc voilà, confiance. Voilà. Alors, qui est parti en fait de Strasbourg? T'as les prêtés, pas de surprise, Petrovic et Santos. Petrovic va certainement signer dans un club qui va faire la Ligue des Champions. Santos est très normalement retourné à Chelsea, où je suis convaincu qu'il va devenir titulaire. Et puis il y a Sarr qui a signé à Chelsea. Il y a des joueurs qui sont grandement demandés, comme Emega qui va rester au club, ou Moreira. Et puis voilà, on attend de voir s'il va y avoir des propositions pour Bakwa, pour Doucouré ou pour Diarra. Mais voilà, patience et confiance. Parce que je pense que le recrutement très inattendu de Bluko la saison dernière a porté ses fruits. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas non plus cette année. Benoît, quel est votre avis sur l'évolution du journalisme sportif à l'ère des réseaux sociaux? Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui se prennent pour des journalistes et qui n'en sont pas. Avoir des infos transferts sur X, c'est la chose la plus simple au monde. Voilà, je vais piocher. Voilà. Je vais vous dire une connerie. Tiens, là, on va prendre un joueur, on va dire Ablin. Voilà, Ablin à Lille. Voilà. Moi, je vais dire voilà. Et demain, Pierre Ménès. En plus, si c'est moi avec mon nom qui balance demain Ablin au LOSC, c'est un truc qui va être repris, qui va faire boule de neige. Alors que je viens de sortir ça tout seul de ma tête. Il y a beaucoup d'escrocs. Il y a beaucoup de mecs aussi qui écoutent les agents, et comme je l'ai souvent dit, les agents te donnent des infos sur des joueurs qu'ils n'ont pas sous contrat pour justement faire diversion avec leurs propres joueurs. Méfions-nous des fake news. Je vois, moi, sur le club qui m'intéresse le plus, Strasbourg, le nombre de fake news qu'il y a par jour, mais c'est astronomique.